Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord remercier Supersonic de me permettre de vous présenter toutes ces données sur l'élasticité hépatique. Je suis très content, et puis moi ça va être de la pratique. Je suis hépatologue, donc je travaille à Bordeaux, et ça fait maintenant 1 an et demi que nous avons la machine dans notre service. Donc ce ne sont pas les radiologues qui l'utilisent, c'est notre service, et même pire, c'est nos infirmières qui font les examens. Donc, tout ce dont je veux parler, c'est la littérature, et c'est aussi mon expérience des mesures par une infirmière dans mon service. Alors, moi je suis soignant, donc vous connaissez tous les paramètres sanguins de diagnostic non invasif de la fibrose, qui sont sûrement des très bons paramètres pour le dépistage de la population générale. Et il est évident, on est tous d'accord, que toutes ces machines de mesure d'élastométrie ne vont pas pouvoir être appliquées à l'ensemble de la population, mais à une population qui aura déjà été un peu sélectionnée, parce que c'est compliqué de dépister tout le monde par des tests mécaniques, même si ce sont certainement les meilleurs. Mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses, donc aujourd'hui, bien sûr, on ne va parler que de l'explorer. Alors, il y a des règles d'utilisation en pratique. Ce qui est bien, c'est que c'est une machine qui est très facile à utiliser, donc on a tout de suite des valeurs, des résultats, des choses. Sauf qu'avant de dire « ça y est, je sais faire » et puis donner le résultat au patient, il faut un tout petit peu quand même réfléchir et vérifier qu'on ne va pas rendre un résultat faux. Et ça, je le répète toujours à mes infirmières, au mieux ne pas rendre le résultat que de rendre un résultat dont on est patient. Parce que de là, on découle beaucoup de choses. Dans les deux sens, si vous dites à un patient qui a une cirrhose alors qu'il n'en a pas, il y a le stress de l'annonce du diagnostic de cirrhose, et puis il y a la mise en place d'un dépistage de CHC, ce qui est contraignant tous les 6 mois par une échographie. Et à l'inverse, s'il a une cirrhose et que vous ne la diagnostiquez pas, vous engagez le pronostic du patient. Donc, mieux vaut ne pas donner le résultat que donner un résultat erroné. Donc, il faut connaître les critères d'interprétabilité. On va avoir la reproductivité qui est excellente, les facteurs confondants. Qu'est-ce qui peut influencer cette mesure d'élasticité hépatique et les valeurs normales? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui interfèrent. Il y a à la fois le patient, et puis à vous, pratique, c'est vous quand vous pratiquez l'examen. Donc, on va commencer par la gauche, mais vous voyez, il faut bien installer tranquillement le patient, on ne se dépêche pas de vite, on le met n'importe où, on l'installe sur une table, on vérifie bien qu'on est au bon endroit, qu'on est sur le foie. On conseille toujours de le faire dans le lobe droit, mais c'est beaucoup plus facile, on a des bonnes valeurs sur le lobe droit. Il faut faire attention à la pulsation cardiaque et au contrôle respiratoire. Et puis il y a le patient. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Un patient qui est obèse ou obèse morbide, on va dire, ça va être plus compliqué. Donc ça va prendre un peu plus de temps pour tomber sur la bonne fenêtre, avoir la bonne mesure. Forcément que s'il a de l'acide, on va être gêné, mais j'allais dire c'est pas grave. Tout le monde a de l'acide, vous savez qu'il y a une cirrhose grave, ou alors que c'est une autre pathologie responsable de l'acide. J'allais dire là, la mesure de l'élasticité hépatique, elle n'est pas très importante. Il a déjà une maladie hépatique sévère, à partir du moment où vous avez exclu les autres causes d'acide. Donc la valeur de l'élasticité hépatique n'est finalement pas très importante. Mais vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la mesure au moment où elle est faite. Et puis, je me bats pour qu'on ne dise plus, il est F3 en fibrose, après avoir fait une mesure d'élasticité. Non, il n'est pas F3 en fibrose. Il est 6 kPa d'élasticité hépatique. C'est un nouveau paramètre, c'est votre stéthoscope, c'est votre hépatoscope. C'est un nouveau paramètre, donc ce n'est pas une biopsie hépatique. Pourquoi ce n'est pas une biopsie hépatique? Parce que ça ne mesure pas que la fibrose portale. Si ça mesurait que la fibrose portale, on pourrait discuter de dire F0, F4. Sauf que c'est un nouveau paramètre. Donc, ça reflète la fibrose portale, mais ça reflète aussi la cholestase. Quelqu'un qui va arriver, une cirrhose, qui va arriver avec une ictère majeure, une cirrhose décompensée, qui va arriver avec un ictère, va avoir une valeur très élevée. Et je raconte toujours l'histoire d'un malade qui était arrivé, à qui on avait fait une mesure d'élasticité, qui était à 70. Donc 70, c'est très élevé, 70 kPa. Et c'était une femme qui avait 50 ans, et j'avais été voir le mari en lui disant « Oh là là, elle a 70, c'est dramatique, elle a une cirrhose, elle a dû picoler, et puis c'est grave, 70, elle va mourir. » Et en fait, cette femme, elle avait une hépatite auto-immune, donc avec des transaminases très élevées, elle était très ictérique, et simplement une hépatite auto-immune. Et on l'a traitée pour son hépatite auto-immune, qui s'est améliorée, et on lui a refait après une mesure d'élasticité 3 semaines plus tard, alors que les transaminases avaient bien baissé, qu'elle avait déjà vu. Elle était tombée à 12. Donc c'était en 3 semaines. Donc je suis passé un peu pour un dieu, j'étais assez content. Et là, c'était simplement qu'au moment où elle est arrivée, il y avait de l'inflammation, il y avait l'ictère,
et que son foie était dur. Mais en fait, ce n'était pas une cirrhose. Donc faites attention à ça. C'est donc la cholestase, et c'est ce que j'ai mis ici, l'inflammation. Dans les hépatites auto-immunes, par exemple, il faut être très très attention, et on déconseille de faire une mesure d'élasticité hépatique dans une hépatite auto-immune au moment où il y a, au moment du pic. Vous voyez, on peut le faire à distance, mais pas au moment du pic. Et il y a la fibrose centrolobulaire, il y a la fibrose sinussoïdale. Donc, par exemple, un patient insuffisant cardiaque, ben, il a un foie cardiaque. Si vous voulez mesurer la fibrose hépatique, il ne faut pas faire de mesure d'élasticité hépatique, puisque vous allez avoir un foie cardiaque, et ce que vous allez mesurer, c'est l'insuffisance cardiaque. C'est la dilatation sinussoïdale. Donc, il y a des critères à bien regarder avant de faire l'examen, et je refuse, moi, toujours qu'on fasse une mesure d'élasticité, tant qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, et qu'on n'a pas un minimum d'informations médicales. Parce qu'après, c'est votre responsabilité. Quand vous allez donner le résultat, vous allez dire, il a 15 kPa d'élasticité, et qu'il y a une insuffisance cardiaque, ben, la maladie, elle n'est pas là, c'est juste son insuffisance cardiaque. Donc attention à bien avoir l'indication de la mesure. Alors, vous allez regarder juste la reproductibilité. Il y a plein d'études de reproductibilité, donc vous regardez juste ce qui est à droite en jaune, et vous voyez qu'il y a une excellente reproductibilité, qu'elle soit entre deux opérateurs, ou qu'elle soit avec un opérateur qui refait l'examen une demi-heure plus tard. Donc, ça marche très bien, quel que soit l'opérateur. Une fois qu'on a appris la technique, il faut un peu de temps d'apprentissage comme toutes les techniques, mais une fois qu'on a appris, c'est très reproductible. Et on a très souvent un résultat, une valeur, une mesure. Vous voyez, vous regardez pareil, que la colonne jaune. Alors, ça c'est l'Explorer, SWE, et TE c'est le FibroScan. Et vous voyez qu'on a un succès technique, donc une bonne mesure, une mesure de qualité, dans un grand nombre de cas. Vous voyez ici 100%, et vous voyez ici 95%, etc., 99%. Donc c'est une mesure qui est très facile à obtenir dans la majorité des cas. Et après, mon Dieu, si vous ratez 1% des cas où vous n'arrivez pas à avoir de bonne mesure, c'est pas très grave. Vous en aurez fait 99. C'est un taux très bon taux de succès. Alors, les valeurs de dureté d'un foie normal, c'est en gros, on va dire, en dessous de 5. Je vais vous donner une valeur assez simple. Moi, je fais du pragmatique. Ce que je veux, c'est que vous repartiez avec des... Alors, quelqu'un qui a 5,1, vous n'allez pas lui dire, oh là là, vous n'avez pas un foie normal. Là, on va dire qu'il vaut mieux être en dessous de 5. Maintenant, s'il est 5,1, c'est à vous d'interpréter. Vous êtes médecin, c'est vous qui décidez si vous considérez que c'est un foie normal. Et on va dire qu'un foie suspect d'un peu de fibrose, c'est au-dessus de 6. On va dire entre 5 et 6. Entre 5 et 6, c'est vous qui décidez. Vous êtes médecin. Soit vous estimez que votre mesure, elle était presque bonne, et donc s'il a 5,2, ben, tout va bien. Soit vous estimez que votre 5,5, c'est peut-être... soit pour commencer dans un an. De toute façon, il ne va pas mourir de sa fibrose en un an si vous êtes à 5,5. Vous avez le temps. Donc, voilà. À chaque fois, il faut que vous sachiez que l'interprétation, c'est vous qui la faites, et que vous avez raison avec l'interprétation. Vous faites suivant ce que vous voulez savoir. C'est vous qui décidez ce que vous voulez savoir. Donc voilà, en dessous de 5, c'est normal. Au-dessus de 6, il faut commencer à se dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, on va parler maintenant des maladies du foie. Alors, vous connaissez tous l'histoire des maladies du foie, de la fibrose F0, quand il n'y a pas de fibrose à la cirrhose, avec toutes les complications, je passe. Alors, ça sont toutes les études, c'est en bleu, c'est le FibroScan. Ça, c'est pour le diagnostic de la fibrose F2, ça, c'est pour le diagnostic de la fibrose F3, et ça, c'est pour le diagnostic de la fibrose F4. Vous voyez que globalement, si on compare l'Explorer au FibroScan, on est quasiment aux mêmes valeurs, mais à chaque fois, il y a quelques études qui ont montré que l'Explorer était un peu au-dessus du FibroScan. Le FibroScan, il fait très bien, mais avec l'Explorer, dans quelques cas, on améliore un peu la performance diagnostique. De toute façon, on ne peut pas l'améliorer de façon très importante, puisque le FibroScan était déjà très bien. Mais quand même, dans plusieurs études, on améliore la capacité à diagnostiquer la fibrose correctement. Alors maintenant, on va rentrer un peu en détail par étiologie, parce que c'est bien les études où il y a toutes les étiologies, mais quand vous voyez un malade, sauf on en parlait, on peut avoir une hépatite B avec une NASH, je suis d'accord, donc on va en parler. Mais sinon, en général, le malade, on l'adresse pour hépatite C, pour hépatite B, pour NASH, donc on va essayer de regarder par étiologie. Donc ça, c'est l'hépatite C. Alors, dans l'hépatite C, de toute façon, l'intérêt de toutes les mesures d'élasticité dans l'hépatite C, son intérêt est en train de baisser, parce que maintenant, on a tous les traitements disponibles chez tout le monde, efficaces, quel que soit le score de fibrose. Et dans l'hépatite C, il y a une seule chose qui nous intéresse, est-ce qu'il y a une cirrhose ou pas? Parce que là, il y a le dépistage du cancer et le dépistage des dépressions portales. Le reste, ça ne nous intéresse pas de savoir si le malade il est F1, F2 ou F3. Ça n'a plus d'intérêt dans l'hépatite C. Est-ce qu'il y a une cirrhose, est-ce qu'il n'y en a pas? Donc on va regarder que ce qu'il y a à droite ici, puisque c'est la cirrhose. Et vous voyez
que ça n'est pas significatif, mais qu'à chaque fois, quand même, l'Explorer est un peu au-dessus du FibroScan, et que la performance diagnostique est excellente. 0,86, c'est le seuil qu'on a mis, ça va de 0 à 1, la performance diagnostique, les courbes au ROC, et donc, quand on est au-dessus de 0,80, c'est déjà très bien. Et donc, vous voyez qu'avec l'Explorer, on est très souvent, quasiment, on est toujours au-dessus de 0,90. Donc, une excellente performance diagnostique pour le diagnostic de cirrhose. On verra après à quelle valeur on décide qu'il y a une cirrhose. Alors après, je me suis un peu concentré sur l'hépatite B, parce que l'hépatite B au jour d'aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup dans beaucoup de pays, et que je pense qu'on peut se passer d'une biopsie dans l'hépatite B, contrairement à ce qui est marqué parfois dans certaines recommandations, parce qu'on a assez d'informations dans l'hépatite B. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite, qui est assez importante. Donc vous voyez, le succès technique, 99%, c'est ce que je vous disais. On arrive à avoir une mesure très fréquemment. Vous voyez que la valeur d'élasticité, elle augmente avec les scores de fibrose. Là, c'est pas de fibrose. Là, c'est une cirrhose. Vous voyez, donc la valeur augmente. Et ce qui est intéressant, c'est les courbes ROC. Les courbes ROC sont excellentes. Vous voyez, c'est donc il faut être entre 0 et 1, et il faut être au-dessus de 0,80. Vous voyez que pour le diagnostic de la fibrose significative, on est à 0,92, donc c'est très bien. Pour le diagnostic de la fibrose sévère, on est à 0,94. Pour le diagnostic de cirrhose, on est à 0,94. Donc une excellente performance diagnostique pour le diagnostic de la cirrhose dans l'hépatite B. Ce qui est important, et pareil, dans l'hépatite B, on est toujours à essayer de diagnostiquer ceux qui n'ont pas de fibrose pour ne pas les traiter. Ça marche très bien. Ça, c'est une autre étude qui avait mesuré plusieurs techniques. Donc, il y a l'Explorer, il y a le FibroScan, et puis il y a les tests sanguins, l'APRI et le FIB4, qui sont des bons tests sanguins, qui restent des tests faciles, gratuits, qui ne sont pas aussi performants que les autres, mais qui sont déjà bien, notamment dans certains pays où on ne peut pas avoir la mesure d'élasticité. Et vous voyez que donc, l'Explorer, dans cette étude, a toujours une performance diagnostique supérieure. Alors ça, c'est pour le diagnostic de la fibrose significative. Ça, c'est pour le diagnostic de la cirrhose. Et vous voyez qu'à chaque fois, la performance diagnostique est meilleure et très bonne. Donc ça marche très bien pour le diagnostic de la fibrose au cours de l'hépatite B. Donc vous voyez, ça c'est l'étude qui est toujours pareille, qui compare le FibroScan en bleu et l'Explorer en rouge. Et vous voyez que là, très souvent, quand même, l'Explorer fait mieux que le FibroScan pour le diagnostic de la fibrose, que ce soit la fibrose F2, F3 ou même la cirrhose. Donc ça marche très bien dans l'hépatite B. Et la dernière chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'inflammation, ça rentre en ligne de compte. Or, vous savez que dans l'hépatite B, les transaminases peuvent être très élevées. On connaît tous ça. Donc là, il faut faire très attention. Et c'est valable pour toutes les techniques d'élastométrie. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, au cours de l'hépatite B, vous devez avoir le taux des transaminases avant de faire une mesure d'élasticité. Sinon, vous ne saurez pas l'interpréter. Donc ça, c'est le bilan des azatalates. On les a chez tous nos malades, normalement. Donc ça, il faut que vous l'ayez quand le malade vient faire sa mesure. Pourquoi? Parce que les valeurs seuils ne sont pas les mêmes pour dire qu'il y a une cirrhose ou pas. Donc là, vous voyez, c'est pour dire s'il y a une fibrose significative, pour exclure une cirrhose. Vous voyez que pour exclure une cirrhose, si vos transaminases ne sont pas très élevées, le seuil, il est à 8,1. Et si par contre vous avez une cytolyse élevée, supérieure à 2L, votre seuil il est à 11,9. Vous avez vu la différence? C'est-à-dire que si vous n'avez pas les transaminases et que vous avez une valeur à 9 ou à 10, qu'est-ce que vous allez dire? Il y a une cirrhose, il n'y a pas de cirrhose? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne savez pas l'interpréter puisqu'il y a des valeurs seuils diffèrent selon la transaminase. Donc, dans l'hépatite B, c'est la seule maladie où c'est important, parce que j'exclus l'hépatite auto-immune. Dans l'hépatite B, il faut avoir les transaminases pour vous interpréter un résultat. Sinon, vous allez dire des bêtises. Mais sinon, ça marche très bien une fois qu'on a ça. Il n'y a aucun problème. Alors maintenant, la NASH. La NASH, on en parle beaucoup. Alors la NASH, on n'a pas besoin de savoir si le malade il est F0, F1, F2, F3, F4. Ce qui est important dans la NASH, c'est de savoir si le malade il est F3, F4. C'est ça qui est important. Pourquoi? Alors je n'ai pas mis la photo, je suis désolé. Pourquoi? Parce que le pronostic des malades NASH, il s'aggrave quand on est F3, F4. Quand on a une NASH et qu'on est F0, F1, F2, le pronostic il est bon. Et il y a un décrochement quand on devient F3, F4. Donc c'est ça qu'il va falloir traiter. Et par rapport à toutes les nouvelles molécules que nous avons en essai aujourd'hui et qui risquent d'être commercialisées à partir de 2021, il est fort probable qu'elles ne seront remboursées que pour les malades F3, F4. Donc il faut vraiment qu'on se focalise sur le F3, F4. On oublie le F0, F1, F2 dans la NASH. On pense F3, F4. Donc F3, F4, c'est donc ces deux colonnes. Et donc vous voyez pareil, l'Explorer, le FibroScan en bleu. Et là encore, vous voyez que l'Explorer
a une performance diagnostique au moins aussi égale au FibroScan et souvent supérieure et même de façon significative comme dans ce travail. Donc là aussi, l'Explorer permet de diagnostiquer avec une bonne performance diagnostique la fibrose F3 ou F4. Alors après, il y a les Américains qui nous disent qu'il faut faire des... C'est les Américains, ils nous donnent l'information des États-Unis. Les États-Unis, ils aiment beaucoup l'élasto-IRM. L'intérêt de l'élasto-IRM, c'est que ça mesure l'élasticité hépatique de tout le foie, alors que toutes les autres machines ne font pas tout le foie. Donc ça, c'est un vrai avantage, tout le foie. Sauf qu'on n'a pas des IRM partout, hein, c'est compliqué à faire. On n'a pas des élasto-IRM partout. Et puis passer une IRM, ça coûte cher. Mais aux États-Unis, ils sont très fervents de l'élasto-IRM. Et quand on regarde, donc ça c'est une méta-analyse, hein, vous voyez, il y a beaucoup de malades, hein, il y a plus de 13 000 malades, donc c'est une belle méta-analyse. Et vous voyez que finalement avec l'Explorer, vous faites aussi bien que l'élasto-IRM. Donc finalement, pas besoin d'aller chercher une élasto-IRM. Si on a un appareil d'échographie, on fait l'échographie, puis la mesure d'élasticité hépatique. Dans la NASH, hein, tout ça. Et alors, juste pour terminer, la maladie alcoolique du foie. Donc là, j'ai juste une seule diapositive, mais bon, c'est aussi utile dans la maladie alcoolique du foie. Et vous voyez que là encore, la performance pour diagnostiquer la fibrose significative avec l'Explorer, elle est toujours au-dessus des autres. Alors, pas forcément significative par rapport au FibroScan, mais quand même, elle est toujours au-dessus et c'est significatif par rapport aux autres tests, et notamment les transaminase. Donc ça marche, finalement, dans toutes les maladies chroniques du foie. Alors maintenant, je vais donner la pratique. Donc ça, c'est des images qui sont faites à Bordeaux par notre infirmière. Donc on lui a appris, et puis finalement, au début, on était un peu inquiets, hein, parce qu'on a commencé en janvier 2017. Donc les premières mesures, moi j'étais à côté, je regardais, et puis en fait, on envoyait les images, toutes les semaines, on envoyait les images à Supersonic qui regardaient si c'était bien fait. Et je crois qu'ils ont été assez impressionnés de voir que l'infirmière, finalement, elle faisait rapidement très bien. C'est un peu humiliant, mais c'est comme ça que ça s'est passé la vraie vie. Donc notre infirmière, en fait, elle faisait très bien. Donc là, je vous donne un exemple. Hein. Ce n'est pas des aussi belles images que vous avez montrées. Moi, je fais avec ce que j'ai à Bordeaux, et c'est déjà pas mal, on est content. Donc vous voyez, on lui a appris à faire... donc il y a la box, là, et on essaie d'avoir le plus grand diamètre possible. Donc là, elle avait eu 18 mm. Et donc là, vous voyez, c'est un foie tout à fait normal, avec une valeur d'élasticité à 4,3. Donc tout va bien. Ça, c'est un autre cas. Pareil, elle a fait la mesure et vous voyez qu'elle arrive à avoir des mesures, un très bon diamètre, ce qui est important. Alors ça, je pense qu'on le verra tout à l'heure dans tout l'atelier pratique, mais il faut que cette Q-box soit la plus large possible et donc elle y arrivait très bien avec des bonnes valeurs. Et puis ça, c'est un malade beaucoup plus grave. Alors là, j'ai pris exprès un malade très grave. Vous voyez, c'est bien rouge et donc il y a une valeur d'élasticité à 50,7. Donc ça, c'est les cas les plus sévères. Il y a le côté visuel qui est très important pour le malade et pour l'infirmière. C'est tout bête ça, mais je trouve que des choses simples parlent parfois beaucoup aux malades. Quand ils voient que c'est rouge, ils se disent « oulala, c'est que ça doit être grave d'être rouge ». Et oui, ça c'est une bonne idée d'avoir mis des couleurs parce que ça parle au malade assez vite. Et puis le malade il est à côté, hein, comme ça. Et puis voilà un autre malade qui était... voilà, ça marche très bien. Alors nous, on a eu la chance, c'est qu'on a pu demander, ils nous ont formaté le résultat comme je le voulais. Donc ça c'est bien, parce qu'on a décidé, moi j'aurais dit je veux les mesures qui ont été faites, la moyenne, la médiane, tout ça. Et donc en un quart d'heure, il m'avait formaté le résultat. Donc vous voyez, ça apparaît comme ça notre résultat. Et ce qui m'importe, c'est que j'ai la profondeur des mesures, le diamètre de la Q-box, l'index de stabilité, et à la fin la moyenne avec l'interquartile. Vous savez que l'interquartile il peut jouer. Et donc à la fin, j'ai le résultat global avec la moyenne, la médiane. Et là, quand je vois un résultat comme ça, je suis content. Hein. Je sais que tout est bon. J'ai tous les paramètres. Je peux vérifier en 2 secondes si tout me paraît bien. Donc on fait que 3 mesures à chaque fois. J'allais dire, le plus long, c'est pas tellement la mesure. Le plus long, c'est d'installer le patient. Le temps qu'il se déshabille, qu'il se mette sur la table, qu'il soit bien installé. Lui faire comprendre que de temps en temps, il faut qu'il arrête de respirer 3 secondes. Après, une fois que vous êtes au bon endroit, ça va extrêmement vite. Alors, les valeurs seuil. Alors attention. Les valeurs seuil, je vous ai mis ce tableau, mais une valeur seuil, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Et ça, personne ne pourra vous le reprocher. Est-ce que vous voulez être sûr de dire à un malade qu'il a une cirrhose et pas vous tromper, donc pas lui dire qu'il a une cirrhose alors qu'il n'en a pas, ou au contraire, vous préférez pas rater une seule cirrhose, donc être un peu plus large et dire à des gens qu'ils ont une cirrhose, peut-être ils n'en ont pas. C'est votre choix personnel et personne ne peut vous critiquer. C'est votre choix de soignant. Si vous voulez juste dire aux gens qu'il y a une cirrhose, qu'à ceux qui ont une cirrhose pour ne pas inquiéter, vous allez mettre votre valeur plus haute, puisque vous allez donner une valeur plus haute, et là vous êtes sûr que plus vous montez, plus il a malheureusement de risques d'avoir une cirrhose.
Soit vous les ratez personne, et à ce moment vous allez mettre la valeur seuil un peu plus bas pour aller chercher les quelques-uns qui auraient une cirrhose avec une valeur plus basse. Donc la valeur seuil dépend de ce que vous souhaitez. Et personne ne peut critiquer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des valeurs seuil, où on fait une moyenne. On essaye de trouver la valeur seuil qui est à peu près le meilleur compromis entre ce qu'on appelle sensibilité ou spécificité. Voilà, c'est des valeurs seuil compromis. Ce ne sont pas des mauvaises valeurs. Mais attention, vous les prenez avec la prudence que vous souhaitez. Ce qu'il y a de bien, contrairement au fibroscan, c'est que les valeurs seuil sont toujours les mêmes. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour savoir si c'est bien de savoir que vous êtes un soignant. Mais après, que ce soit une hépatite B, une hépatite C ou de la NASH, vous voyez, 7,1 pour la fibrose avancée. Alors attention, l'hépatite B, je vous ai mis des valeurs qui sont différentes parce qu'il faut tenir compte des transaminases. Là, j'ai vraiment fait un schéma très, très grossier. Mais sinon, vous voyez que pour la cirrhose, c'est 13, que ce soit pour l'hépatite C, la NASH ou les autres hépatopathies. Vous voyez, c'est facile. Après, c'est des valeurs théoriques. Je reprends un exemple. Un malade qui a 12,8, n'allez pas lui dire, vous n'avez pas de cirrhose, on se revoit dans 4 ans. Il y a un problème. 12,8, c'est comme 13. Donc vous allez dire, vous avez peut-être une cirrhose. Moi, ce que je leur dis, vous avez peut-être une cirrhose, vous n'êtes pas loin, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on travaille. Mais voyez, faites attention, les valeurs seuil, c'est pas j'ai 12,9, j'ai pas de cirrhose, j'ai 13,1, j'ai une cirrhose. Là, voilà, il faut expliquer dans les résultats. Donc ça, on l'a vu, ça c'est la proposition des seuils qui est faite avec la machine, qui est très bonne, très bien. Alors je vais terminer sur un peu des spécificités au cours de la cirrhose, puisque la cirrhose, ça va de 13 à très haut, là-haut. Donc vous savez maintenant on définit un peu 3 stades de cirrhose. Il y a la cirrhose compensée, où il n'y a pas de varices surtout. Il y a la cirrhose compensée, mais avec des varices. Et puis il y a la cirrhose décompensée. Vous savez qu'un la cirrhose... Il est possible qu'un jour on dise plus le mot cirrhose. Là, c'est possible qu'un jour on dise plus le mot cirrhose. Pour l'instant, il y a encore le mot cirrhose. Mais vous voyez, il y a 3 stades de cirrhose. Et donc, on pense que l'élasticité hépatique pourrait être corrélée à ces stades. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que l'EASL, donc la Société Européenne des Pathologies, a déjà intégré l'élasticité hépatique dans la définition des maladies hépatiques. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'élasticité hépatique sont un peu gênés. Et donc maintenant, on définit ce qu'on appelle l'Advanced Chronic Liver Disease, donc les maladies chroniques du foie avancé, ce qui pourrait être le nouveau terme de cirrhose. Vous voyez, ça va chercher là, c'est T5 cirrhose. Donc maintenant, c'est maladie chronique avancée du foie. Donc, il y a la maladie chronique avancée du foie compensée, et puis il y a la maladie chronique du foie décompensée. Donc, en dessous de 10, il n'y a sûrement pas de cirrhose, on va dire. Je vais employer ce terme, c'est même plus facile. En dessous de 10, il n'y aurait pas de cirrhose. Au-dessus de 15, il y a une cirrhose. Et entre les deux, ça dépend. Si vous voyez un malade qui a 14 et qui a des varices œsophagiennes et tout ça, vous allez vous dire, bon, il a une cirrhose. Puis il a 14, parce qu'il a une cirrhose probablement débutante. Et puis un autre qui aurait 11, vous allez dire, il n'a peut-être pas de cirrhose, je vais le surveiller, voilà. Mais ça, c'est bien, c'est des règles simples. 10, 15. Tout le monde peut retenir ces valeurs très simples. Et d'ailleurs, il y a les recommandations européennes pour le dépistage des varices. Je vous rappelle que ça date de 2015 et on n'est plus obligé de faire une fibroscopie systématique aux gens qui ont une suspicion de cirrhose. Vous faites l'élasticité hépatique, le taux de plaquettes, et si l'élasticité hépatique est inférieure à 20 et que les plaquettes sont supérieures à 150, pas besoin d'endoscopie. Vous ne ratez aucune varice œsophagienne grade 2 ou 3. C'est vrai. Donc, élasticité inférieure à 20, plaquettes supérieures à 150, pas d'endoscopie, ça représente 20% des malades. Donc il y a 20% des malades qui ont une cirrhose à qui on n'a pas besoin de faire d'endoscopie. Il en reste 80%. Tous les autres, il faut leur faire. Mais ça, vous voyez, c'est déjà dans la pratique clinique courante, la bonne pratique clinique. Et puis, alors ça, c'était juste pour vous montrer qu'il y a plein de choses qui sont faites actuellement. C'est un travail tout récent, mais c'est là, on est dans un petit nombre de malades. Mais c'est pour vous dire que l'élasticité hépatique, maintenant, elle fait partie du suivi des patients. C'est des patients qui ont eu des TIPS, donc il n'y a que 80 patients, ils ont eu un TIPS, et donc on a fait une élasticité avant le TIPS, et je crois que c'était une semaine après le TIPS, voilà. Et on voit que tous ceux chez qui le TIPS s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications, vous voyez, ils ont eu une élasticité qui n'a pas bougé, et tous ceux qui ont eu des complications post-TIPS, eh bien, ils avaient une élasticité hépatique qui s'est aggravée. Donc ça sert en pronostic. Et c'est ce qui avait été montré chez les malades cirrhotiques. Ça, c'est la classification de Child, donc les Child A, les Child B, les Child C. Vous voyez que plus la cirrhose est sévère, plus
plus les valeurs d'élasticité sont élevées. Hein. Chida, c'est un peu assez bas, c'est aux alentours de entre 10 et 25, on va dire. Puis vous voyez que plus le child augmente, plus ça augmente. Et on avait même montré que c'est corrélé aux complications de la cirrhose. Vous voyez, donc c'est les valeurs d'élasticité ici, hein, ça va de 12 à 39 ici. Et vous voyez qu'en fonction des valeurs d'élasticité, reprenez pas les valeurs seuil, regardez pas les valeurs, mais c'était juste, c'est un état d'esprit, c'est que vous compreniez que plus la valeur augmente, plus vous avez des complications sévères de la cirrhose. Vous voyez ici, par exemple, il n'y a pas de varices œsophagienne à haut risque d'hémorragie. Et vous voyez ici, c'est des gens qui ont souvent de l'acide chronique acide. Donc, plus la valeur d'élasticité hépatique augmente, plus la maladie hépatique est sévère. Je ne suis pas sûr que ça remplace le CHAI, mais en tout cas, c'est un complément. Donc, pour conclure, c'est de vous dire que c'est une technique qui a vraiment sa place chez le malade qui est suivi en hépatologie, après un dépistage dans les soins primaires, que c'est vraiment quelque chose qui est bien. Une évidence que je n'ai pas dit, mais c'est pour le meilleur pour la fin, c'est que forcément, cette machine, elle fait aussi échographie. Moi, je parle d'élasticité parce que je suis pathologue, mais elle fait échographie. Donc l'avantage, c'est que vous avez les deux en même temps. C'est-à-dire que vous faites une échographie abdominale et donc vous avez le suivi d'un patient cirrhotique, par exemple pour le dépistage du CHC, et vous avez en même temps, et puis vous pouvez regarder la stéatose, même s'il n'y a pas encore d'atténuation, vous avez le foie brillant, donc vous avez déjà des données sur l'état du foie, et en même temps vous avez l'élasticité hépatique. Donc si vous avez des radiologues qui utilisent cette machine, il faut absolument que lorsqu'ils vous rendent un compte-rendu d'échographie, ils rajoutent la mesure d'élasticité hépatique. Vous devez l'avoir quand votre radiologue a cette machine. Et puis, alors on ne s'était pas concerté, mais ce papier dont on a, moi ce papier je l'ai vu l'année dernière, et c'est un papier absolument fabuleux parce qu'on a enfin une application concrète de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des Chinois qui ont fait la mesure d'élasticité avec cette machine, et ils ont enregistré toutes les mesures, tout ce qui était fait. Donc c'était pas simplement une image, ils ont laissé la sonde et puis ils ont enregistré tout ce qui arrivait comme tout ce que je connais pas en physique. Et ensuite, ils l'ont démultiplié un peu comme les PCR. Ils ont fait de la PCR d'une image ultrasonore. C'est comme ça que j'ai compris parce que en fait, j'avais reviewé ces articles, j'ai mis 3 jours à essayer de comprendre comment ils avaient fait. Donc en fait, c'est la PCR de l'ultrason. Et donc ils ont amplifié toutes les images qu'ils avaient reçues. Et à la fin, effectivement, ils montrent que vous avez une performance, c'est ce qui est en bleu là. Et vous voyez que ça, en rouge, c'était l'élasticité hépatique, la performance de la mesure de l'élasticité hépatique par la machine standard. Et en bleu, c'est en utilisant l'intelligence artificielle. Et vous voyez, c'était déjà très bon. Hein. Et en vert, c'est les tests sanguins. Et bien, vous voyez, ça c'est pour la fibrose, je crois que c'est F2, F3, F4. Regardez, ils ont des courbes qui sont pas loin de la perfection, puisque pour que ce soit perfection, il faudrait que ça aille dans le coin là, ici. Hein. Vous voyez que c'est quasiment la perfection. Une courbe parfaite, c'est celle qui vient en haut là et qui vient tout droit. Regardez, ils sont quasiment parfaits grâce à l'intelligence artificielle. Alors, c'est une étude qui a été faite dans l'hépatite B, mais en Chine, il y a beaucoup d'hépatite B, qui est absolument fabuleuse. Et donc, cette équipe chinoise va maintenant essayer cette technique d'intelligence artificielle avec cette même machine au cours de la NASH, pour essayer de voir si dans la NASH, on ne peut pas aussi améliorer la performance diagnostique. Donc ça, c'est fabuleux parce que c'est la médecine de demain. Je ne sais pas si on servira encore à quelque chose, j'espère. En tout cas, l'intelligence artificielle nous servira pour les patients. Et le futur, ça va être probablement le screening des populations générales. Et j'insiste, nous, c'est les infirmières qui font l'examen, mais ça a tout changé. Moi, ça me libère du temps. Je n'ai pas besoin d'être là pour faire l'examen. Et elles le font très bien. Et puis, il y a plein de choses à faire. Hein. Maintenant, il y a le suivi de tous nos patients. Et ça encore, il y a encore pas mal de travaux qui nous aideront à savoir comment est-ce que ça sert dans le suivi des patients, tous les combien il faut faire l'examen avec ces machines. Voilà, je vous remercie.